auditrices et auditeurs, bienvenue à ce 14e numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence et du groupe d'études sur le Congo-GEC, réalisé dans le cadre du projet Outafiti à Amani. Au micro, Agenonga Schobert, chercheur principal pour les OLE. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Madame Nelly Bouta, assistante et chercheuse à la faculté des sciences sociales de l'Université de Kisangani, UNIKIS. Elle s'intéresse aux dynamiques de l'armée des résistants du Seigneur et l'ERA. Avec elle, nous allons réfléchir au sujet du processus de désarmement des combattants de la LRA et son incidence sur la paix et la sécurité dans les OLE. Madame Nelly Bouta, bonjour. Bonjour, monsieur. La LRA est un mouvement politico-religieux d'origine ougandaise, auteur de violences entre l'Ouganda, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, RDC et la République centrafricaine. RCA a adhéré au processus de désarmement en RCA. En mars 2023, 40 personnes environ, majoritairement des enfants, ont été enlevés dans les territoires d'Ango, dans le Bas-Ouélé, dont la LRA était soupçonnée d'être responsable. Depuis le mois de juillet, plusieurs vagues de combattants de ce mouvement ont désarmé. Certains ont même été rapatriés en Ouganda. Question, peut-on savoir les motivations ou les revendications de la LRA et sa zone d'influence? Merci, monsieur, pour la question. Je tiens d'abord à préciser que la LRA est un mouvement politico-religieux créé par Joseph Kony en 1986 dans le district de Gulu, en Ouganda. Vers les années 2005, face aux pressions militaires de l'armée ougandaise, Joseph Kony et ses combattants ont fui vers le Soudan du Sud avant de s'établir au nord-est de la RDC, entre les territoires de Dungu et de Faraj. À cause des massacres que ces mouvements ont commencé à perpétrer dans cette région, l'armée congolaise, la MONUSCO et l'armée ougandaise ont lancé de vastes opérations visant à traquer ces combattants qui, dès lors, ont pris fuite soit vers le Bas-Ouélé ou la RCA. À la question de savoir, messieurs, quelles sont les motivations de ces mouvements, il faut rappeler que Joseph Kony voulait renverser le régime de Museveni pour établir un système politique dont la Bible servirait de la constitution. Il s'agit en quelque sorte d'un régime théocratique. Mais aujourd'hui, l'on a constaté que la chaîne de commandement a tellement été affaiblie qu'elle ne peut plus atteindre ses objectifs initiaux. Ces combattants se battent désormais pour la survie. C'est ce qui pourrait bien justifier les pillages à grande échelle auxquels ils se livrent dans cette région. Vous venez de dire que la chaîne de commandement de la LRA a été affaiblie. Est-ce que Joseph Kony, le cerveau moteur de la LRA, garde-t-il la mainmise sur ses combattants? La réponse semble non, car non seulement Kony est presque introuvable et ses lieutenants ne gardent aucun lien d'allégeance à son égard, point témoignant même la fragmentation en deux ailes de ce mouvement. Alors, vous dites que la LRA a éclaté en deux mouvements. Oui. Donc, il y a désormais deux ailes de ce mouvement. Est-ce qu'on peut connaître les leaders ou les commandants qui dirigent chacune des ailes de la LRA actuellement? Oui, il s'agit bien entendu de Dr Oulon et Achai. La LRA entretient-elle des rapports d'antagonisme ou d'alliance avec d'autres groupes armés qui opèrent dans la même région? Je dirais tous les deux à la fois, messieurs. Les liens d'antagonisme a été particulièrement observé entre la LRA et un groupe d'autodéfense appelé AAKG. C'est-à-dire? En Zandé, on dit Azandi Aniki Be. Et la traduction en français? Les Azandés sont beaucoup tués. D'accord, donc d'une part, c'est ça. Le lien d'antagonisme. Alors, on peut aussi avoir une idée sur les alliances que la LRA entretient avec d'autres groupes armés qui sont actifs dans la même région. Oui, bien sûr. S'agissant des alliances, ces derniers se sont particulièrement observés entre la LRA et une milice d'origine Peul. Unité pour la paix en RCA, IPC, une milice rivale à la milice AAKG. Alors, si je comprends bien, le AKKG et l'UPC sont des milices qui s'affrontent dans cette région et qui ont des connotations communautaires. Oui, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Depuis le mois de juillet, les combattants de la LRA ont accepté de désarmer. Quel est le nombre exact de combattants rendus et leur nationalité? On n'a pas
des statistiques exactes car ces combattants se sont rendus à au moins 3 vagues, dont la première comptait plus de 60 combattants. La deuxième et la troisième comptaient chacune des dizaines. Alors, vous avez dit que la LRA a opéré entre l'Ouganda, le Soudan du Sud, la RDC et la RCA, ce qui pourrait bien supposer que désormais les combattants de ce mouvement ne sont pas d'une même nationalité. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les différentes nationalités des combattants qui forment la LRA? Oui, ces combattants sont de nationalités différentes, comme vous venez de le dire. Ils sont congolais, centrafricains et ougandais. Donc, parmi les combattants qui se sont rendus, il y en a qui possèdent les différentes nationalités que vous venez de citer. Bien sûr. Et quelle est la structure qui se charge de la gestion de ces processus? Ce processus est conjointement géré par le gouvernement centrafricain et ougandais avec l'appui bien entendu technique et financier des bailleurs extérieurs. Le désarmement des combattants de la LRA pourrait-il contribuer à ramener la paix dans le Zouélé? Bien sûr que oui, dans la mesure où la LRA a été la principale responsable des violences dans la région et non par le fait que la LRA n'est pas le seul groupe armé actif dans cette région. Nous avons cité par exemple la milice Peul et Azandé. En même temps, certains combattants de ces mouvements restent réfractaires à ces processus. Donc, on ne peut pas totalement être optimiste pour espérer que ce processus pourrait ramener la paix. Bien sûr. Qu'est-ce qui explique à la fois la difficulté et la complexité de ce processus? Disons que ce processus est à la fois complexe et difficile car il sort du schéma ordinaire du leader. Il s'agit d'un mouvement hétéroclite dont les combattants sont issus de plusieurs nationalités, ce qui pourrait causer les problèmes de leur réinsertion et intégration sociale. En outre, messieurs, ces processus rencontrent des résistances car tous les combattants de ces mouvements ne sont pas favorables à ces processus de désarmement. Que préconisez-vous pour la réussite de ce processus, donc du processus de désarmement des combattants de la LRA et en vue, bien entendu, du retour d'une paix durable dans les Zouélé? Premièrement, il faut le rétablissement de l'autorité de l'État, car tous les mouvements qui ont opéré dans la région ont profité de la quasi-absence ou inexistence du service de sécurité. Deuxièmement, il faut un programme de reconstruction de cette région pour éviter à ce que le nouveau groupe puisse profiter de la pauvreté de la population pour s'y créer. En troisième lieu, nous disons il faut une solution durable à la fois à la problématique des éleveurs Mbororo devenue une préoccupation sécuritaire dans la région. Tout ceci implique également une meilleure coordination à l'échelle régionale et un appui des institutions régionales et internationales. En quoi la problématique des Mbororo est-elle au cœur des préoccupations sécuritaires dans la région? Vous savez, les Mbororo sont des pasteurs nomades, ici de la communauté Peul. Et ils relèvent de 3 nationalités différentes. Ils sont centrafricaines, tchadiennes et soudanaises. Ils sont arrivés à plusieurs vagues, dont la première remonte en 2001. Leur présence constitue une préoccupation sécuritaire à cause de l'incompatibilité de leurs activités avec celles de la population locale. Les Mbororo ont besoin du pâturage et des rivières pour paître. Leur bétail qui dévaste les champs de la population locale qui vivent majoritairement de l'agriculture. En plus, lors de leur breuvage, leurs bétails vont polluer les eaux qui servent les populations locales pour leur ménage. C'est ce qui entraîne évidemment des incidents parfois violents. On reproche aussi à certains Mbororo de faire usage à leurs armes à feu contre les populations autochtones. À titre d'exemple, plusieurs fois certains éleveurs Mbororo ont été arrêtés et condamnés par les cours et tribunaux des Bas-Zouélé et du Haut-Zouélé pour meurtre des populations. Et quelle est la piste des solutions ou quelles sont les suggestions que vous pouvez formuler en vue de réduire les tensions entre les pasteurs nomades Mbororo et les communautés locales? S'agissant d'une dynamique régionale, la solution va se trouver au niveau régional et au niveau local.
au niveau régional, dans la mesure où, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale est presque la seule région où il n'existe aucun accord ou un protocole sur les pastoralismes et les transhumances transfrontaliers, ce qui ne favorise pas l'intégration des pasteurs nomades dans les zones où ils sont appelés à s'installer. Au niveau local, nous disons le gouvernement congolais doit procéder au dénombrement et à l'identification des Mbororo afin de mieux maîtriser leur mouvement. Vous avez tantôt dit que c'est l'incompatibilité entre les activités des Mbororo et celles des membres de la communauté locale qui pourraient aussi expliquer le conflit. Est-ce que vous pouvez décrire les types d'activités de chacune de ces communautés pour permettre de comprendre en quoi ces activités ne sont pas compatibles? Oui, les communautés locales sont des agriculteurs, et tandis que les Mbororo sont des éleveurs. Ils veulent peindre leurs animaux, et quand leurs animaux arrivent dans des champs, ils dévastent les champs des populations locales. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas compatibilité dans leurs activités. Alors, on comprend que les Mbororo sont arrivés pratiquement dans une zone habitée par des populations qui vivent majoritairement de l'agriculture. Et en plus de cela, il n'y avait pas un cadre, il n'y avait pratiquement pas, il y a un déficit d'aménagement pour permettre à ce que les pasteurs puissent exercer leurs activités au même moment que les communautés locales. Oui. Alors, vous avez tantôt signalé le fait qu'il y a dans la région l'émergence des milices à connotation, voulais-je dire, communautaire, notamment Azandé Anikigbe, issu de la communauté Azandé, bien entendu, et l'UPC, issu de la communauté Peul. Est-ce que la milicianisation de ces communautés ne pourrait-elle pas entraîner des tensions, ne pourrait-elle pas aggraver les tensions entre les Mbororo et les communautés locales? C'est cela le problème, et c'est justement ce qu'il faut craindre, surtout si les affrontements entre ces milices parvenaient à déborder sur les sols congolais. Merci beaucoup, Madame Nelly Gouta, de nous avoir expliqué le processus de désarmement de la LRA et son incidence sur la paix dans les Ouélé. Je rappelle que vous êtes assistante et chercheuse à la faculté de sciences sociales de l'université de Kisangani, INIKIS. Vous vous intéressez aux dynamiques de la LRA dans la région. Et c'est la fin de ce 14e numéro de Lolaka et Ouélé, un podcast présenté par Agenonga Schobert dans le cadre du projet Utafiti Ya Amani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC. Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka et Ouélé. Au plaisir.